tradition, et combien d'elles, c'est que les anciennes promotions invitent la dernière promotion. C'est une culture chez nous. Et donc, en lui souhaitant d'abord la bienvenue, et surtout la discipline que les précédentes promotions ont su garder. La preuve, c'est que nous avons quand même une salle comble, et ce ne sont pas d'autres personnes que les promotions doctorales. Et je m'en félicite sincèrement, et je ne m'en fais pas tout seul, mais aussi l'équipe doctorale. Je dirais que cette formation doctorale doit beaucoup à Serge Dasaf. En ce sens qu'elle s'inscrit dans la continuité du MDS, du Master de Développement Social, d'une manière générale, et il a été tellement élégant, il nous a permis quand même de recruter quelques autres personnes en dehors du MDS. Et je dirais que je suis très heureux d'abord de voir tous ces amis, elles sont pas réunis. Nous voyons que notre équipe doctorale s'agrandit. J'ai ici, on va passer après à ma gauche, j'ai Sidri Liazani à ma droite, j'ai aussi Saali Kadimi en face, j'ai un autre SAF qui est à côté, et je crois que d'autres nous rejoindront. Et je voudrais remercier justement cette équipe doctorale, c'est-à-dire la Racine, en l'occurrence, c'est Mohamed Massa et c'est Adil Zabadi, et surtout les coordonnateurs et les coordinatrices des formations doctorales qui sont mobilisés justement pour organiser et réussir une si belle rencontre. Et le couronnement est tel que nous accueillons aujourd'hui justement une personnalité, mais surtout un ami du groupe, un ami du groupe, c'est Sidris Liazani. Et Sidris Liazani, je crois qu'il me permettra de mettre les pieds dans le plat. Et j'ai fait une présentation que je ne sais pas comment il va la trouver, mais je vais oser quand même. Et donc, sans plus tarder, j'y vais. Donc, Monsieur le Président du Conseil national des droits de l'homme au Maroc, depuis mars 2011, Sidris Liazani a bien voulu nous honorer pour donner le coup d'envoi de notre formation doctorale, GRDT, Gestion des risques et développement territorial, dans sa 4e édition, par une leçon inaugurale sur le thème droits de l'homme, évolution internationale, dynamique nationale, défis. Quels sont les défis? Mais toute la difficulté, justement, est comment on présentait Sidris Liazani, donc notre conférencier, et que, pour ceux qui le connaissent, bien entendu, Sidris Liazani, et celles aussi qui le connaissent, Sidris Liazani est un homme d'écoute, un homme de principe, un homme de conviction, un homme de dialogue, un travailleur exceptionnel, toujours à la recherche du mieux, un homme dont la profonde ténacité et l'engagement dans ce qu'il fait font souvent de lui un redoutable interlocuteur. Je l'ai expérimenté. Et donc, je ne vous redirai pas la biographie de Sidris Liazani. Vous avez toutes et tous, je parle des doctorants, eu un fragment sur vos adresses courriels, en précisant qu'il ne s'agit là que d'un résumé partiel, tellement son parcours est riche et édifiant. Alors comment le présenter? Militant de toujours, éveilleur de conscience, transmetteur de savoir et de mots, maître à penser de par son expérience plurielle, serrurier du clé du savoir et du langage, passeur de textes en matière de droits de l'homme et de l'immigration, passeur de principes, apôtre du courage et de la ténérité. Son itinéraire, vous avez dit, on comprenait très bien ce que je dis, à travers justement la biographie que je vous ai envoyée. Alors donc, apôtre du courage et de la témérité, il est tout cela, et plus encore. Plus encore, j'en parle. C'est-à-dire son itinéraire est tellement atypique et puissant qu'il pourrait paraître aux yeux de beaucoup à la limite de l'insolence. Une belle insolence. On n'a pas de l'homme du savoir. Et de l'arrogance, de l'intimidation, surtout par ces temps de domestication de l'individu, au point qu'on pourrait le croire imbu de lui-même. Par ailleurs, son intrépidité, son ardeur, mais aussi son ironie désarmante et son sourire en coin, pourfendent tous ceux qui se complaisent dans la passivité, dans l'inique, dans l'injustice et dans une forme de maladie d'oubli, à moins que le problème soit plus grave. Le droit de l'homme, évolution internationale, dynamique nationale et défis, tel est donc le thème qui sera investigué par Sidris Liazani, et nul doute, il nous permettra de nous démarquer de l'irresponsabilité dans la transmission des droits de l'homme.
et des savoirs, de transcender cette impasse, pour que les droits de l'homme soient enfin réappropriés et qu'ils redeviennent le point nodal de notre système éducatif. Car tout se passe comme si les enseignants, les étudiants, le monde en général, s'expriment dans un langage orwellien, une novlangue. Qu'est-ce que j'entends par novlangue? C'est-à-dire ce nouveau parler qui supprime les concepts, le langage de l'océanie, et que personne ne comprend. Souvent, par les temps présents, la défense des droits de l'homme n'est plus pensée qu'en termes d'offres publiques d'achat, les opéras, ou de vente, dans un système consumériste, comme si le temps des études et le système éducatif ne doivent plus servir que de vestibule, de préambule, de préliminaire à une vie omni-marchandisante, alors qu'ils doivent tout au contraire préserver la vie comme un havre de paix mythique et fabuleux, une source de richesse et d'espoir, qu'ils doivent déterminer l'avenir de chaque citoyen et éveiller sa curiosité en lui donnant des racines, un socle et une culture générale humaniste. En effet, nous avons une responsabilité incontestable, inévitable et vitale dans la transmission des savoirs en matière de droits de l'homme, pour ne pas sombrer justement dans la barbarie, dans l'ignorance et dans l'amnésie. Sachant que le rythme des mutations sociales, politiques, économiques et techniques vit un accélérandum sans précédent, au point que l'on est en droit de se poser la question, l'ère Gutenberg n'est-elle pas à jamais enterrée par celle Marconi? Dans ce monde sinistrement sadique et méthodiquement crétinisé par une pensée unique et inique, rien dans la transmission des beaux textes et des beaux-arts n'a pu enrayer et n'enraye la torture, les injustices, les césures, les massacres. Et ce qui est pire, c'est que trop souvent, ces actes inhumains ont été et le sont toujours commis avec l'appui d'éminents juristes, de penseurs, d'écrivains, d'artistes, de défenseurs de droits, de différents droits. Alors que faire dans un contexte où la culture s'érode? Que faire lorsque l'idéologie occupe une place de moins en moins visible dans les sociétés et qu'elle ne survit que chez les mandarins et chez une élite souvenir? Le monde des jeunes est un monde autre, c'est sûr. Mais avant de s'en désoler, un constat angoissant s'impose. La haute culture classique, ces enseignements, son prestige ont défailli et terriblement cédé devant les insensibilités et les indifférences. Le triomphe de l'inhumain est en train d'engloutir la société. Aussi faut-il trouver le levier pour traduire les paroles en actes, sachant que le discours est action. En ce sens qu'il permet de passer du concept au percept, lesquels actes permettent de trouver le moyen de communiquer et de s'entendre entre générations. En somme, il faut faire en sorte pour que l'enseignement des droits de l'homme redevienne une source de dialogue, de collaboration pour aider celles et ceux qui en sont privés à retrouver la parole. Enfin, il s'agit de relever les nombreux challenges titanesques que sont notamment quels espoirs, autres que matériels, transmettre aux jeunes, quelles portes leur ouvrir sur demain et après-demain. Comment faire pour ne pas transmettre aux jeunes nos risques, nos doutes, nos propres déceptions, nos ennuis, nos échecs? Comment concrétiser les vains appels à la reconstruction du capital confiance, tant fredonné par les délateurs dont le propre est la corruption, l'iniquité, l'immoralité? Comment faire pour que la médiocrité, l'amertume, la morosité, la vaporisation des cultures, l'arrogance, l'ostentatoire soient relayées par la réappropriation des droits et par la libération des espoirs des jeunes auxquels il faut reconnaître le droit à l'erreur en ce début du XXIe siècle qui a abaissé dangereusement le seuil de l'humain et où l'horreur finale est diffusée instantanément dans une indifférence totale à toutes ces questions et certainement à d'autres que vous posez et que nous sommes en droit de nous poser, vous, les amis, apportera certainement des solutions inédites. Merci beaucoup et je passe la parole à Cédric Cézanne.
Merci Sylvie et merci mesdames et messieurs les enseignants et mesdames et messieurs les doctorantes. Merci de cette invitation, merci de votre hospitalité. Merci Sylvie pour ces envolées lyriques et en même temps très justes, même si parfois on peut, évidemment c'est le propre même des assemblées démocratiques, diverger sur telle ou telle appréciation. Mesdames et messieurs, j'ai proposé, lorsque Sylvie m'a demandé de prononcer cette leçon inaugurale, j'ai proposé le thème de droits de l'homme avec un sous-titre évolution internationale, dynamique nationale et défi. C'est un exercice qui peut être parfois long, donc excusez-moi, j'essaierai de le traiter aussi rapidement que possible pour permettre la discussion. Et avant et je voudrais aussi faire un premier propos liminaire, une incise, comme dirait un ami à moi. Il s'agit bien évidemment d'une intervention sur le long terme. Je ne suis pas là pour discuter, même si c'est légitime, de tels faits ou de tels événements que nous vivons aujourd'hui et l'actualité. Le travail sur le respect des droits de l'homme et l'actualité, notre Conseil national des droits de l'homme est notre pain quotidien. C'est aussi le pain des ONG, de la presse évidemment. Il est plus ou moins bien fait, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre un peu de temps, considérant l'assemblée qui fait la vôtre, qui est une assemblée de chercheurs et apprenants, enfin jeunes chercheurs ou chercheurs confirmés, essayer de réfléchir avec un peu de recul. Alors, si aujourd'hui, cette année, et à cette occasion, dans les semaines qui viennent, Banque Maghreb sortira une pièce commémorant l'anniversaire du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et Banque Maghreb aussi. Nous aurons donc une célébration de cet anniversaire, et c'est un des éléments par lesquels je commencerai. Cette année, nous célébrons en fait, au niveau international, 3 anniversaires. Le premier anniversaire, c'est bien évidemment celui de décembre 1948, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a 25 ans, il y a eu aussi l'adoption de ce qu'on appelle les principes de Paris. Et les principes de Paris, qui sont devenus une résolution des Nations Unies, sont les principes qui régulent ce qu'on appelle les institutions nationales des droits de l'homme, comme le Conseil national des droits de l'homme. J'y reviendrai. Et enfin aussi, nous venons de célébrer à Paris, dans un sommet international, la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans aussi, les Nations Unies ont adopté, dans l'Assemblée générale, une déclaration sur le droit d'agir pour les droits de l'homme. Et donc il y a eu un sommet mondial il y a 10 jours à Paris pour célébrer cet anniversaire. Donc c'est une année des ans qui doit être l'occasion pour réfléchir et pour faire le bilan. Alors pourquoi la Déclaration universelle des droits de l'homme est importante? Bien que ce soit pas une déclaration, enfin un texte contraignant. C'est le terme même, le titre même dit que c'est une déclaration, et donc on n'adhère pas à cette déclaration, elle a été adoptée par les Nations Unies, est devenu un texte universel. C'est de fait, après une histoire très longue qui a duré des siècles, sur laquelle on pourrait discuter à l'infini, comment les droits de l'homme se sont constitués, dans quelle civilisation, ou par quel parcours historique de l'humanité. La DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, est un texte important parce que c'est le premier texte adopté par la communauté internationale en matière de droits de l'homme. Et donc c'est le point de départ d'un mouvement qui est très important, qui est le premier mouvement universel. Alors bien évidemment, je rappelle toujours que la communauté internationale qui adopte ce texte, c'est une communauté internationale amoindrie. Nous sommes le colonialisme est à l'époque à l'apogée. Et donc ce ne sont pas tous les peuples du monde qui adoptent cette déclaration, mais néanmoins, son adoption lance un mouvement universel. Et ce mouvement universel continue aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il est important de s'y référer. Alors l'autre idée que j'aimerais qu'on retienne, c'est que la dynamique lancée par la Déclaration universelle des droits de l'homme continue encore aujourd'hui à se manifester de divers biais, et j'essaierai de le démontrer. Alors de ce point de vue, il y a 5 dynamiques marquantes que j'aimerais qu'on en garde à l'esprit depuis 48 ans aujourd'hui. La première, c'est l'expansion continue du droit international des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'à partir d'une déclaration, la DUDH, on a commencé successivement à adopter des textes de plus en plus pointus,
qui parle de catégories, les femmes, les enfants, qui parle de questions importantes, la torture, la disparition forcée, etc., etc. Donc le droit international n'a cessé de se développer et il continue aujourd'hui à se développer. C'est en ce moment même, je le rappelle tout le temps, en ce moment même, il y a la négociation à New York et à Genève de deux nouveaux traités internationaux en matière de droits de l'homme. Un, sur les entreprises et les droits de l'homme, c'est-à-dire comment rendre les entreprises passibles aussi du respect des droits de l'homme, parce qu'en fait aujourd'hui, sur les entreprises, il n'y a pas de texte international qui régule l'action des entreprises. Et vous savez, c'est pas si loin que de ce que nous vivons. On peut dire, non, mais c'est très loin, ce texte sera adopté dans 3, 4, 5 ans. En fait, ces effets commencent déjà. Si vous suivez les procès qui sont faits par le Polisario par rapport au Maroc et par rapport au territoire national, ils sollicitent une partie des principes qui inspirent déjà les négociations qui sont en cours. Et le Conseil national des droits de l'homme suit depuis 3 ans ces négociations, et nous représentons, nous suivons ces négociations pour le compte de toutes les institutions nationales des droits de l'homme du monde. C'est nous qui suivons, et je pense que ça le sait, je pense que depuis longtemps, on doit s'y intéresser au niveau national. L'autre texte qui est en train d'être discuté à New York, là, c'est un texte sur les personnes âgées, les droits de l'homme des personnes âgées. Alors là aussi, c'est une thématique émergente. Et là aussi, on pourrait dire que pour le Maroc, c'est pas si important que ça. Si la population marocaine est en train de vieillir et la durée de vie s'allonge. Et nous savons, là on va publier bientôt un rapport sur les droits des personnes âgées au Maroc. C'est déjà en ce moment même une problématique de droits de l'homme. Par exemple, quels sont les centres d'accueil de ces personnes âgées? Est-ce que leurs droits fondamentaux sont respectés dans les lieux où ils sont accueillis? Est-ce que ces lieux sont suffisants? Nous allons vivre dans les prochaines années de plus en plus un vieillissement de la population et la nécessité d'adopter une politique publique digne et respectueuse des droits fondamentaux de ces personnes, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, première idée, c'est l'expansion du droit. Deuxième idée importante, depuis 1948, c'est la mondialisation continue des droits de l'homme. C'est-à-dire que plus aucun pays au monde, même ceux qui contestent une partie du droit international des droits de l'homme, sont obligés d'en tenir compte, notamment en signant et en ratifiant les principaux droits et les principaux traités et pactes internationaux des droits de l'homme. Le Maroc a commencé à le faire depuis 1993, je reviens rapidement, mais fondamentalement tous les pays, pratiquement tous les pays, ont signé la quasi-totalité des pactes internationaux, des 9 pactes qu'on appelle le noyau dur des droits de l'homme, du droit international. Il y a 9 conventions, et pratiquement tous les pays du monde l'ont signé, avec parfois des réserves, vous savez, qui disent que nous allons appliquer telle convention ou tel pacte, mais en émettant des réserves sur telle loi ou telle autre. Bien évidemment que lorsque les États adhèrent à ces textes, ce n'est pas toujours sincère. Et cela n'empêche pas et n'arrête pas automatiquement, magiquement, la violation. Et on peut même dire parfois que certains États signent et ratifient pour mieux violer les droits, pour se donner mais néanmoins, ils sont obligés de le faire. Et c'est ça qui est important. Et cela donne aussi aux sociétés un moyen d'agir, un moyen d'essayer de dire que c'est bien, c'est-à-dire dire au gouvernement, tu as signé tel texte, il faut que tu le respectes dans la pratique. Troisième, bien évidemment aussi, cette mondialisation a subi, et subit encore, une contestation. Il y a 2 types de contestations essentielles. La première, c'est celle de dire, nous, notre culture est contre telle disposition ou telle disposition. C'est l'argument de la spécificité. Ou alors, notre argument, c'est la sélectivité. On applique, par exemple, les États-Unis qui n'arrêtent pas de parler des droits de l'homme, dans leur rapport et dans leur rhétorique au niveau international, ne l'appliquent pas pour Israël, c'est connu. Je veux dire, c'est un des arguments qu'on entend tout le temps, d'ailleurs, chez ceux qui contestent dans notre région les droits de l'homme, disant, écoutez, ces gens parlent, le Nord, l'Occident, comme ils disent, parlent beaucoup de droits de l'homme, ils ne l'appliquent pas dans tel cas ou tel cas. Mais évidemment, les États-Unis n'ont pas signé beaucoup de textes internationaux, les pactes dont j'ai parlé.
Donc cet argument des 2 poids 2 mesures est un argument aussi de contestation de droits de l'homme. Mais il y a aussi, et dernier point, sur ce deuxième élément de la mondialisation, une accélération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis les années 1980, du siècle dernier, ce mouvement de mondialisation s'est accéléré pour des tas de raisons. Et aujourd'hui, les droits de l'homme sont devenus une variable des relations internationales. C'est-à-dire que les relations internationales n'obéissent pas simplement aux droits de l'homme, loin de là, mais à des niveaux divers, on est obligé de tenir compte des droits de l'homme dans les relations internationales. Alors, troisième dynamique essentielle, c'est la dynamique du système international des droits de l'homme. Il y a un système, une bureaucratie, ce n'est pas un jugement de valeur, il y a une organisation, des organisations de plus en plus importantes au niveau des Nations Unies qui s'occupent des droits de l'homme avec, vous avez dû entendre parler de la Commission, puis maintenant du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est l'instance la plus élevée, la plus haute dans le système des Nations Unies de respect des droits de l'homme qui travaillent là-dessus. Les États-Unis viennent de se retirer, vous savez, il y a 6 mois, du Conseil des droits de l'homme en disant qu'il y a des États qui siègent dans ce Conseil et qui violent les droits de l'homme. Donc ils se sont retirés. Il y a le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui est là aussi, disons, l'instrument des Nations Unies qui est à Genève. Vous avez tous suivre là aussi la nomination récente de Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, qui est devenue depuis maintenant 2 mois, depuis le 1er octobre, en fait, la nouvelle haute commissaire aux droits de l'homme, qui a été précédée par un prince jordanien. Il y a surtout ce qu'on appelle les organes des traités. Alors, si vous voulez, tous ces traités internationaux, tous ces pactes internationaux qui ont été signés par les pays, on met en place un comité à côté. C'est un comité d'experts indépendants qui sont bénévoles et qui sont chargés de suivre l'application par les États des traités signés. Et il y a donc, et à côté de ces comités, ces organes de traité, il y a aussi ce qu'on appelle dans le jargon des Nations Unies des droits de l'homme, des procédures spéciales. Un exemple très concret, il y a une rapporteure spéciale sur la discrimination raciale qui va venir visiter le Maroc dans 15 jours, qui va donc rencontrer le gouvernement, rencontrer la société civile, le Conseil national des droits de l'homme, et après il va faire un rapport qui va devenir public. Et donc, aujourd'hui, on a 56 procédures spéciales. Par exemple, vous avez entendu parler, il y a récemment, il y a eu un comité sur le Yémen, par exemple, qui a été nommé, qui était présidé par Kamal Jandoui, le Tunisien, qui a publié son rapport, et la publication de son rapport avait lieu une très grande polémique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, entre le Jazeera et l'Arabia, qui était, c'est-à-dire c'est tous les jours, il y a des émissions pour ce rapport ou contre ce rapport. Mais c'est un des exemples, mais on pourrait multiplier les exemples. Donc, il y a de toute façon, ce sont des milliers de personnes qui s'occupent quotidiennement des droits de l'homme, mais on ne peut pas négliger cette administration internationale. C'est une véritable administration qui compte et dont il faut tenir compte. Quatrième dynamique essentielle, c'est bien évidemment l'entrée et l'émergence des acteurs non étatiques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de société civile, ça me semble aller de soi. Des ONG. Là, par exemple, pour voir un exemple très précis, dans le 10 décembre, entre le 2 décembre et le 10 décembre, il va y avoir 2 grandes manifestations internationales sur l'immigration à Marrakech. Le Forum Migration et Développement et la signature d'un texte qui s'appelle le Pacte global sur l'immigration. Global Pact on Migration. Donc les chefs d'État vont venir, etc. Mais parallèlement à ces réunions des chefs d'État, de gouvernement, il y aura des réunions de la société civile. Et donc on ne peut plus aujourd'hui au niveau international avoir une réunion internationale sans ce qu'on appelle la société civile, le forum civil qui se réunit avant ou plus ou moins. Et donc ces acteurs non étatiques, c'est notamment leur émergence des années 80, des années 90 du siècle dernier. Ces acteurs non étatiques sont de plus en plus professionnalisés, sont de plus en plus puissantes financièrement,
sont de plus en plus pointus dans leur travail. Si vous suivez un peu les évolutions, par exemple, de la société civile américaine, aujourd'hui, il y a l'émergence de nouvelles ONG sur, par exemple, les entreprises et les droits de l'homme. Donc, il y a déjà un accord qui est en train d'être négocié, mais il y a déjà des ONG qui suivent, qui font des rapports par pays ou un rapport annuel sur cette thématique. Alors, bien évidemment, leur capacité d'influence grandit. C'est-à-dire que les ONG ont de plus en plus de capacité d'influence sur les États, qui ne le reconnaissent pas, bien évidemment, mais qui réelle cette influence. À tel point qu'aujourd'hui, dans les grandes réunions internationales, vous avez ce que les militants de droits de l'homme appellent les gongos. Vous avez les ONG, vous avez les gongos, ce sont les ONG gouvernementales. Donc, qui sont présents, vous le voyez de manière très très importante. Dernier point, dernière dynamique depuis 1948, c'est bien évidemment l'émergence et le rôle grandissant des institutions nationales de droits de l'homme, comme le Conseil national. Aujourd'hui, il y a 122 commissions nationales de droits de l'homme. La dernière, c'est celle de Gambie. J'étais la semaine dernière à Banjul, en Gambie, et donc il y a une commission nationale des droits de l'homme nouvelle qui vient de se créer en Gambie, et qui rejoint donc le réseau des institutions nationales des droits de l'homme du monde, qui est de plus en plus important. Ces INDH, comme le Conseil national des droits de l'homme, ne sont pas toujours bien comprises. Parce qu'il y a souvent confusion, souvent on nous prend pour des ONG de la société civile. Et on nous demande donc d'agir comme la société civile, y compris chez les journalistes ou les acteurs de la société marocaine. Les INDH sont toujours, de par les principes de Paris, des institutions publiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être établies par la loi. Au Maroc, elles sont constitutionnelles. Mais elles doivent aider le gouvernement à mieux respecter les droits de l'homme, le conseiller, et en même temps le critiquer. Et c'est cet exercice compliqué, et avec des règles qui sont décrites dans ce qu'on appelle les principes de Paris. Alors, très concrètement, comment cela peut, pour donner une idée, le Maroc, le gouvernement marocain, puisqu'il a signé plusieurs conventions de droits de l'homme, enfin la quasi-totalité, doit présenter des rapports réguliers à Genève, devant les organes des traités dont j'ai parlé tout à l'heure. Il envoie son rapport, les ONG marocaines envoient aussi des rapports alternatifs. Le Conseil national des droits de l'homme aide le gouvernement, c'est-à-dire que nous participons aux réunions pour élaborer le rapport du gouvernement. Le gouvernement prend une partie de ce que nous disons en compte, et il ne prend pas une partie, il est libre de le faire ou de ne pas le faire. Et à Genève, le gouvernement présente son rapport. Nous présentons tout de suite notre rapport après le gouvernement, et après ils ont écrit. Et ces rapports sont publiés sur le site des Nations Unies. Donc vous pouvez suivre, en allant sur le site du Haut Commissariat aux droits de l'homme, dont j'ai parlé tout à l'heure, depuis juillet 2011, ce que nous avons dit par rapport au rapport officiel du gouvernement. Est-ce que nous avons été critiques, pas critiques, etc. C'est à vous de juger. Et les principes de Paris, notamment, définissent des niveaux de l'INDH, l'Institution nationale des droits de l'homme. Lorsque vous êtes accrédité A par les Nations Unies, ça veut dire que vous êtes considéré comme une institution indépendante des pluralistes, indépendante du pouvoir exécutif, ce qui est le cas du Conseil national des droits de l'homme. Il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est des principes qu'on appelle les principes de Belgrade, qui ont été élaborés en 2012, qui régissent les rapports entre le Parlement et les institutions nationales des droits de l'homme, qui encouragent le partenariat entre l'institution législative et l'institution nationale des droits de l'homme. Au Maroc, nous avons signé avec les deux chambres un memorandum of understanding, un memorandum d'entente en 2014, décembre 2014, qui permet aux deux chambres du Parlement de nous saisir pour avis, de nous demander un avis. Depuis décembre 2014, nous avons été saisis 14 fois par une des deux chambres, et nous pensons, nous, que le rapport qu'on fait devient un document officiel du Parlement, il est joint aux travaux de la Commission, et il est publié au bulletin officiel. Donc ça en fait un document de référence.
Et la question c'est, est-ce que les parlementaires prennent en compte nos propositions ou pas? Et nous, d'après notre évaluation, on est à, disons, 30% disons, de recommandations qui sont prises en compte. Alors, disons, pour conclure, c'est la première conclusion sur cette retour sur ces 70 ans au niveau international, on est dans une situation paradoxale. C'est-à-dire que, les droits de l'homme avancent, mais les violations n'ont pas disparu magiquement. On peut même dire que durant ces 70 ans, certaines violations ont été inventées d'une certaine manière. C'est-à-dire que le génie maléfique de l'humanité, je ne sais pas comment appeler ça, le génie de certains pouvoirs politiques, du politique parfois, a amené à inventer des violations qui n'étaient pas connues avant. L'utilisation, par exemple, l'emmènement des enfants dans les conflits civils. C'est un phénomène qui a été notamment, qui s'est notamment manifesté en Afrique, dans les guerres civiles en Afrique, depuis une trentaine d'années. Je vous renvoie à un roman super de Nkrumah, le grand romancier ivoirien, qui s'appelle Allah n'est pas obligé. Ce qui raconte un peu de manière magnifique disons, ce phénomène des enfants soldats. La disparition forcée. Aujourd'hui, y compris dans notre société, on a beaucoup parlé des disparitions forcées. Et bien, c'est une sorte d'invention des années 70 en Amérique latine, qui après, c'est comme violation qui s'est reconnue. Donc, il y a des progrès incontestables de l'idée des droits de l'homme, mais en même temps, il y a des violations, il y a même, on pourrait dire, des nouvelles violations de droits qui sont. Mais, malgré tout, ce qui est important à retenir sur ces évolutions, c'est qu'il y a une conscience universelle aujourd'hui. Il y a une conscience universelle qui alerte, qui est là, qui n'est pas toujours efficiente, d'où les paragraphes de la fin de l'intervention de Sylvie sur un certain nombre d'atrocités, d'horreurs, mais en même temps, il y a une conscience universelle. Cette conscience universelle peut être très efficiente, très efficace, et elle transcende, c'est ça qui est passionnant, elle transcende les particularismes et les histoires nationales. Une sorte d'universalisme avance. Il n'avance pas de manière, je veux dire, sans positivisme, de l'obscurité vers la lumière. Il peut connaître, y compris dans notre histoire nationale, des accélérations et des ralentissements, mais fondamentalement, les droits de l'homme avancent. Alors pour le Maroc, je vais aller très vite. Et là aussi, je rappelle que je ne suis pas en train de faire un bilan au jour J. C'est un bilan en perspective. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de nous? Bon, première chose, et heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui n'ont pas vécu ça, heureusement pour eux, ce pays a connu des crises politiques graves dans son histoire depuis l'indépendance, dans les années 60 et 70 notamment, au début des années 80 aussi. Mais et ces violations graves ont eu lieu parce qu'il y a eu des crises politiques graves dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a eu un affrontement pour le pouvoir, et cet affrontement pour le pouvoir a abouti à des crises politiques régulièrement et à des violations graves de droits de l'homme. Ces violations graves de droits de l'homme, c'est des procès inéquitables, des enlèvements, l'usage de la torture, la disparition forcée et des jugements inéquitables. Et si aujourd'hui on parle des manifestations qu'il y a dans notre pays, de la protestation sociale, il faut savoir qu'à certains moments, les protestations sociales dans ce pays se concluent par des tirs sur les gens. En 65, 81, 84 et 90, c'est pas très loin, 1990, il y a eu des manifestations, ce qu'on appelle des émeutes urbaines où on a tiré sur des gens. Et donc ces violations graves des droits de l'homme font partie de notre histoire, et il y a eu un déni, un refus de voir, de reconnaître ces violations, et progressivement, pour des tas de raisons là aussi, mais une des raisons, c'est notre insertion dans la mondialisation et l'universalisme des droits de l'homme. C'était en même temps un choix et en même temps une dynamique universelle qui s'est imposée à beaucoup d'États. Donc il y a eu un déni, un refus de reconnaître ces violations, et progressivement, à partir du milieu des années 1980, ça peut être plus précis que moi, une reconnaissance et des paliers de libéralisation politique. Avec des... Et dans cette histoire,
le mouvement des droits de l'homme, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, ces ONG dont j'ai parlé tout à l'heure, là aussi ont commencé à être créés. Vous connaissez tous l'OMDH, la MDH, etc. Et qui ont joué un rôle. Les familles des victimes, des prisonniers ont joué un rôle important ici dans ce pays, dans la reconnaissance. Donc on est passé de la négation à la prise en compte. Et avec, bon, bien sûr, des signaux comme la création, par exemple, de l'ancêtre du Conseil national des droits de l'homme, qui était le CCDH, le Conseil consultatif des droits de l'homme, qui a été créé en 1990. Un des moments importants aussi dans ce processus de reconnaissance a été, en fait, dès 1999, du vivant de Feu Hassan II, la création d'une commission pour indemniser les victimes. L'instance, ce qu'on appelait l'instance d'arbitrage indépendante, a été créée par une résolution. C'est le CCDH, le Conseil constitutionnel des droits de l'homme, qui a proposé à Sa Majesté de créer une commission pour indemniser les victimes de la disparition forcée. La résolution ne parlait que des victimes de la résolution de la disparition forcée. Et après, en fait, ça s'est étendu. Et, disons, la deuxième phase de création, de reconnaissance de ces violations a été la création de l'instance équité et réconciliation. L'instance indépendante d'arbitrage a travaillé de 1999 à 2004, et en 2004, de 2004 à 2006, il y a eu l'instance équité et réconciliation qui a seulement pas simplement réparé, y compris financièrement, mais aussi émis des recommandations pour garantir la non-répétition des violations graves des droits de l'homme. La création de ces deux commissions rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est aussi universel, c'est pas simplement une spécialité marocaine, la justice transitionnelle. C'est-à-dire que ce sont des modalités de traitement du passé qui ne sont pas juridiques, qui ne passent pas par les tribunaux. Et cette dynamique continue aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon voyage en Gambie. Il vient de créer une commission vérité de réconciliation, composée de 11 membres, et ces 11 membres vont venir au Maroc du 14 au 18 décembre pour connaître un peu l'expérience marocaine et voir comment on a travaillé. Et par exemple, lorsque vous allez voir, vous faites ce genre de visite, vous voyez qu'il y a, je disais tout à l'heure, le génie maléfique invente des violations. Dans le cas de la Gambie, une des violations, ils ont une catégorie de femmes qui ont été victimes de violations graves, parce que le chef de l'État, Jammeh, vous savez, a eu un deuil dans sa famille. Une femme de chez lui est morte. Donc il a dit que c'est tel village les femmes de tel village sont des sorcières. Donc elles ont été enlevées, torturées. Leur communauté les a rejetées, la communauté villageoise. Aujourd'hui, par exemple, on discute avec eux sur qu'est-ce que c'est la réconciliation. Une de leurs difficultés, c'est comment réconcilier les survivantes, les sorcières, avec leur village d'origine, avec leur communauté d'origine. Et donc, mais l'idée essentielle qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on a eu un processus de reconnaissance progressive avec aussi l'adhésion. Le Maroc a adhéré à partir de 1993 au noyau dur des droits de l'homme, à toutes les conventions. Et il y a eu aussi deux batailles importantes de mon point de vue. C'est d'une part la reconnaissance du pluralisme ethnoculturel, de la mazérité pour aller vite. C'est le discours d'Ajdir, la création de l'Institut royal de culture amazigh, les premières, la chaîne de télévision, etc. C'est la reconnaissance de notre pluralisme qui va être consacré après, et aussi une bataille importante qui, en tout cas, à titre personnel, c'est cette bataille qui m'a convaincu de revenir au Maroc. C'est la bataille sur l'égalité entre hommes et femmes. Entre 2000, le programme de Sissali, c'était terminé. 2004. Sali. 2004. Et alors le programme pour l'égalité de Saïd Sali, qui a été attaqué de manière absolument comment dire, un manque d'injustice parfois, comme en fait, c'est un plan de développement de développement de l'égalité. Il a été donc traité, attaqué, y compris par certains responsables qui sont encore aujourd'hui dans les parages, politiques encore, comme un programme dicté par l'étranger. Donc qui ne respecte pas nos particularités nationales
Mais ce qui est important, c'est, après, ces deux mouvements autour du code de la famille, avec une partie des Marocains contestant ce plan, enfin le code de la famille, et une autre partie encourageant l'adoption du code. Ce qui est à mon avis fondamental, c'est pour ça que je disais que pour moi c'est un moment historique important, c'est parce qu'en fait c'était sur un sujet essentiel dans toutes les sociétés, la question de l'égalité en femmes est une question essentielle. Rappelez-vous le débat qu'on a eu en France et en Europe, encore aujourd'hui, sur le hijab. C'est lorsque vous voyez le foulard. Le nombre d'articles, moi j'ai vécu en 89 en France la première affaire de Crève, vous savez la première affaire où la question du hijab s'est posée, c'était à la Ligue des droits de l'homme, à la Ligue française, et donc toute la société discutait de ça, toute la presse discutait de ça. Et c'est un révélateur, c'est pas propre d'ailleurs à la France et au hijab, donc la question des femmes, de l'égalité, suscite partout dans toutes les sociétés des débats très très intenses. Et donc, mais ce qui était fondamental de mon point de vue, c'est qu'il y avait un débat démocratique pacifique. C'est-à-dire ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre manifestaient, publiaient des publications, tenaient des réunions, et cela se passait pacifiquement. Et pourquoi c'est important? C'est parce que fondamentalement, lorsque vous réfléchissez sur qu'est-ce que c'est la démocratie, je dis toujours, la démocratie n'est pas le consensus. La démocratie, c'est la gestion pacifique du dissensus. Nous ne sommes pas d'accord. Dans l'histoire de l'humanité, lorsqu'on n'était pas d'accord, on s'entretuait. Or, la démocratie, c'est de dire, bon, on va vivre ensemble, c'est la même société, et on va discuter, on va s'engueuler, parfois très vivement, mais pacifiquement. Et c'est par l'échange, par la discussion, et en fin de compte, c'est le peuple qui décide par les élections, lorsqu'il y a une question importante. Et donc, c'est pour ça que la bataille de l'égalité, l'adoption du Code de la famille est importante par le contenu du Code de la famille, mais aussi par les modalités de son adoption. Que ce soit le débat qui a eu lieu, que ce soit la commission, d'ailleurs, qui avait été présidée par le Macron, Sa Majesté avait confié, disons, pour sortir avec un compromis, une commission assez austère. Et lorsqu'on dit le compromis, en fait, le compromis, c'est parfois, nous, on le dit mal, surtout ceux qui sont pour telle valeur, parce que le résultat est toujours un compromis, c'est pas ce que les uns ou les autres ont attendu. Mais le compromis, c'est le politique aussi. Là. Et donc, c'est pour ça que ce sont des débats importants. Alors, maintenant, quel est, de ce point de vue, quelle est notre évolution importante dans notre histoire récente, politique? C'est bien évidemment le tournant de 2011. Je ne suis pas là un témoin neutre, ni là, puisque nous avons participé, disons, à une partie de la cuisine de ce tournant, qui est la révision constitutionnelle de 2011. Alors, disons, il y a, ce qui est à mon avis important à retenir dans cette dynamique, c'est je ne vous demande pas tous de lire la Constitution, je l'apprends par cœur, parce que c'est toujours mais c'est bien de temps en temps de visiter le texte constitutionnel. Parce que c'est une des bases disons, de la citoyenneté. Il faut le visiter, il faut le lire de temps en temps, il y a une partie. La Constitution marocaine, c'est une constitution de droit et de liberté, qui énonce des droits et des libertés. Pratiquement, il y a même des juges, des constitutionnalistes, qui nous ont reproché d'être allés trop dans le détail. Or, en fait, pourquoi on est allé trop dans le détail, d'une certaine manière, même sans nous rendre compte, c'est parce que nous sortions de l'expérience douloureuse des violations. Et donc, le fait que pratiquement un tiers de notre Constitution soit sur les droits et les libertés, c'est le fruit de notre histoire. C'est aussi le fruit des recommandations de l'instance équité et réconciliation. Donc, c'est une constitution de droit, de liberté. 2, c'est une constitution qui consacre la démocratie représentative. La loi vient du Parlement. Et elle est faite par des élus qui sont élus par le peuple marocain. La seule source de la loi, c'est le Parlement. Donc, cette constitution a consacré définitivement ce qu'on appelle la démocratie représentative. 3, elle a élargi de manière significative, et à mon avis importante, la démocratie participative. C'est-à-dire que nous avons pris acte d'une sorte de crise de la citoyenneté, qui est en Maroc, mais qui est aussi universelle, qui se manifeste notamment par l'abstention.
par le fait que les gens adhèrent de moins en moins aux partis politiques, aux syndicats, aux associations, pour imaginer, pour énoncer des principes où les citoyens peuvent participer, pas simplement en votant. D'où, par exemple, tous les conseils qu'il y a. Le conseil de la famille et de l'enfance, le conseil de la jeunesse et de l'action associative, etc. Le droit de pétition, le droit d'initiative législative, c'est-à-dire le droit pour les citoyens de proposer des lois. Donc ça, c'est le troisième principe. Bien évidemment, on pourrait, le fait aussi d'ériger la justice en pouvoir, ce qui n'était pas le cas avant, est aussi une avancée essentielle. Mais derrière ça, à mon avis, le mode même d'écriture de cette constitution est significatif. C'est une production maroco-marocaine. Il y a eu une commission, le discours du roi du 9 mars, la commission consultative, et ce qu'on appelait le mécanisme politique, c'est-à-dire la partie politique, avec un conseiller du roi, des présidents de la commission, c'est les nommés qui ont fait les arbitrages finaux. Le résultat sur lequel on a voté le 1er juillet 2011 et le résultat de ce processus. Un discours, une commission consultative et un compromis politique qui est celui qui nous gouverne encore aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant de mon point de vue, ce qui est intéressant, même si les Marocains ne l'ont pas vécu comme ça, c'était, disons, la dynamique de contribution. 33 partis politiques, 5 syndicats et des dizaines d'associations ont élaboré des mémorandums et les ont déposés. Et ils ont été auditionnés. On est à 186 mémorandums au total, 186. Une partie de ces mémorandums sont sur le site de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Et pourquoi c'est important, si vous voulez, à titre politique et symbolique? C'est que le niveau de réflexion des Marocains, c'est celui-là, de l'époque. Ce sont des Marocains qui ont écrit ces propositions de toutes les couches de la société. J'ai dit les partis, les syndicats, les handicapés, les associations de défense des droits des femmes, de l'enfant, les musiciens, les sportifs, tout le monde. Et donc, d'une certaine manière, ces mémorandums de 2011 sont ce que nous pensons de nous-mêmes et de notre avenir. Et donc, c'est pour ça que, y compris dans les polémiques, ce matin, j'étais dans un colloque de JOSO, une association de défense des droits des femmes, sur la parité. Qu'est-ce que c'est la parité? Et bon, parce que la parité, c'est un des thèmes qu'on a, c'est une des idées, des notions qu'on a introduites dans la Constitution de 2011. Et donc, mais on voyait bien qu'entre nous, encore aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur ce thème. L'égalité, la parité, l'équité, on n'est encore pas d'accord entre nous et ça. Mais fondamentalement, c'est ce que nous pensons comme peuple. Alors maintenant, ce nouveau cadre, je l'ai un peu expliqué rapidement. Depuis, je voulais aussi simplement signaler très rapidement que cette constitution introduit un principe qui me semble essentiel et que je vais vous lire, que je vous demande de ne pas d'apprendre par cœur cette fois-ci, mais bientôt, qui est parce que un paragraphe essentiel dans le préambule, celui qui a instauré la non-discrimination. Sachant que le principe de non-discrimination est la pierre angulaire du droit international de l'homme. Qu'est-ce qu'il dit, ce passage? Que le royaume s'engage à, je cite, bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque. On ne parle pas que des Marocains. Un étranger, ce principe, c'est pas ça. À bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, de l'handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit. Ça veut dire que la liste des motifs de non-discrimination n'est pas exhaustive. Il peut y en avoir d'autres. Et on peut imaginer, et c'est de l'avenir que les jeunes construiront, on peut imaginer que la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a maintenant une Cour constitutionnelle, et on a introduit, même si on n'est pas encore adopté, le principe d'inconstitutionnalité. Enfin, le principe d'inconstitutionnalité, c'est assez simple, mais c'est compliqué dans le fait. C'est que vous êtes jugé en vertu d'une loi, et vous estimez que cette loi ne respecte pas les constitutions et ne respecte pas les droits fondamentaux, vos droits fondamentaux garantis par la Constitution. Donc vous dites au tribunal qui est en train de vous juger,
eh bien moi je refuse qu'on m'applique cette loi. Et donc c'est... Alors la question c'est la Cour constitutionnelle doit décider si la loi que vous contestez est constitutionnelle ou pas. Maintenant le débat porte chez nous sur les modalités d'introduction et de sélection de cette plainte pour inconstitutionnalité. Mais c'est fondamental, ça veut dire que le champ dans une société qui peut être idéale ou qui peut être dans l'avenir, on peut imaginer qu'il y ait des jurisprudences sur des droits nouveaux en vertu de cette disposition sur l'inconstitutionnalité. Alors pour la mise en œuvre, et ce sera ma conclusion, parce qu'on peut se demander, bon, tout ça c'est bien beau, c'est des textes, est-ce que c'est mis en œuvre? C'est ça notre réalité d'aujourd'hui. À quoi ça aboutit? On est en 2018, donc on ne va pas continuer tout le temps à parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on a réalisé en 2011. Bon, du point de vue du CNDH, le bilan est un bilan en demi-teinte. C'est-à-dire, en constatant, on voit que la quasi-totalité des lois, je dis bien la quasi-totalité, pas toutes les lois, la quasi-totalité des lois prévues par la Constitution a été adoptée. Cela ne veut pas dire qu'elles sont, de mon point de vue, totalement et entièrement conformes ni à la Constitution ni au droit international. Et vous savez que depuis 2011, nous avons publié systématiquement, d'une manière systématique, des mémorandums sur tous les projets de loi soumis au Parlement. On l'a fait soit par autosaisie, c'est-à-dire c'est nous qui avons décidé de le faire, soit parce que les deux chambres nous ont saisis, comme en vertu du mémorandum dont j'ai parlé. Bon, tous les avis disent qu'il y a un certain nombre d'insatisfactions ou de faiblesses dans les lois adoptées. Mais bon, la démocratie étant ce qu'elle est, c'est le Parlement qui est souverain, c'est lui qui représente le peuple marocain, il est plus légitime que le Conseil national de droits de l'homme. Mais nous, on a donné notre avis, mais en tout cas, l'idée c'est que la quasi-totalité des lois ont été adoptées. Bon, les insuffisances, nous l'avons relevé. Il y a des lois aussi importantes qui ont été adoptées, donc là aussi la remise en œuvre sera essentielle. Je parle des lois sur la justice. La création du ministère public, indépendant du ministère de la Justice, et la création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est aussi indépendant du ministère de la Justice et qui se charge de la carrière des magistrats, indépendamment du ministère, est une rupture dans notre histoire. En fait, l'exécutif, comment il contrôle fondamentalement la justice, l'appareil judiciaire, c'est par les nominations, par la carrière, la gestion de la carrière. Aujourd'hui, théoriquement, la carrière des magistrats et leurs déplacements dépendent du relève du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc en principe, il y a une autonomie plus grande de la justice. Toutes les instances prévues de démocratie participative des lois ont été votées. Là, parfois aussi, il y a des insuffisances. Comme moi, vous remarquez que la mise en place de ces instances tarde. Je parle notamment de l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Quoi d'autre? Je pense qu'une des caractéristiques de ce bilan depuis 2011, c'est la très bonne interaction que j'ai signalée tout à l'heure entre le Conseil national de droits de l'homme et le pouvoir législatif. C'est-à-dire que nous avons une participation active du Conseil national de droits de l'homme au processus législatif. Voilà ce que je veux dire, il y a plusieurs points. Mais évidemment, il faut relever comme bilan depuis 2011 la nouvelle politique migratoire qu'on a mise en place depuis 2013. C'est important, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits et que la mise en œuvre est parfaite. Il y a eu la régularisation, comme vous le savez, 50 000 personnes régularisées. Il y a maintenant une loi sur l'asile qui va être discutée par le Parlement. Il y a une loi sur l'immigration qui va aussi être discutée. Mais pourquoi c'est important? C'est important parce qu'aujourd'hui, l'immigration, contrairement à l'image que la presse du Nord, les journaux, les télévisions du Nord ont imprégné dans nos esprits, vous savez, maintenant on utilise partout dans la presse ce terme de la crise migratoire. En fait, la crise migratoire, c'est-à-dire que c'est tous les Africains et les Arabes qui veulent aller en Europe.
C'est ça l'image qu'on essaie de donner. Or, fondamentalement, aujourd'hui, la majorité des migrants restent au sud. La majorité des migrants vont d'un pays pauvre à un autre pays pauvre. 4 migrants africains sur 5 sont en Afrique, et plus de la moitié des réfugiés du monde sont en Afrique. Donc lorsque le Maroc met en place une politique migratoire, c'est un signal donné à toute l'humanité, c'est pas simplement un problème chez nous. C'est un signal de respect des droits de l'homme au niveau universel. Bien évidemment, il y a, comme je disais tout à l'heure, des rendez-vous importants sur cette question de la politique migratoire, notamment ce qui va se passer à Marrakech. Alors, quels sont quelques enjeux? Et là aussi, je ne parle pas des enjeux d'aujourd'hui, mais je suis avec un peu de... Premier enjeu, à mon avis, qui est important, et qu'il faut continuer à le gérer, c'est que nous avons eu ces dernières années des débats sur des questions de société d'une intensité extraordinaire. Contrairement à l'image, à la perception que nous avons, comme quoi il y a parfois une régression, comme on dit, de mon point de vue, la lecture que je fais, c'est que sur des questions essentielles, nous avons des débats importants et pacifiques. Je parle de l'égalité en héritage, de la peine de mort, de l'avortement, et des libertés individuelles. Depuis maintenant 3-4 ans, il y a des débats très intenses sur ces questions, qui se passent d'une certaine manière bien. C'est-à-dire, il n'y a pas, comme on dit en français, comme dit l'expression, il n'y a pas mort d'homme. Il y a des points de vue qui s'expriment, parfois de manière énergique. Je vais vous raconter une petite anecdote simplement. C'est parce que lorsque le rapport d'octobre 2015 du CNDH est sorti sur l'état de discrimination entre hommes et femmes, vous vous rappelez que la polémique portait essentiellement sur une recommandation d'égalité en héritage que nous avions fait. En fait, cette recommandation, c'est 4 mots. Dans un rapport, il y a 60 000 mots. Nous avions fait 97 recommandations pour dire qu'il y a de la discrimination contre les femmes dans ce pays, voilà où ça se passe, dans tous les domaines, et voilà ce qu'il faudrait faire. Bien évidemment, il n'y a eu que 4 mots qui ont... Et le même jour, il y avait Miquelin qui passait à la télévision, et moi j'avais un entretien avec le 360. Et ma phrase était la suivante, parce qu'on m'a dit, bon, il y en a bien de vous attaquer, tout ça sur le... J'ai dit, écoutez, c'est légitime, comme acteur politique, il est légitime d'exprimer son point de vue. Et il exprime, et moi j'exprime un autre point de vue, ou c'est l'un. Il n'y a pas... C'est un fonctionnement de... Mais ce qui est important, au-delà de cette anecdote, c'est que toute la société est battue. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à ma voisine, Gilly Ferlo, ou par exemple ce qui s'est passé avec l'expulsion des femelles, Fatou Hassan, ou le fait que la télévision marocaine, une chaîne marocaine, a passé le visage de 2 personnes, disons celui-là il est homosexuel, il habite là-bas. Je veux dire, ça peut être inquiétant parfois, mais fondamentalement, de mon point de vue, ça a suscité un débat, et c'est des débats qui vont rebondir. Et c'est le propre d'une société démocratique. C'est la question, c'est comment accompagner ces débats, comment les éclairer, comment mettre de la raison dans ces débats. Je prends un exemple. Nous ne savons pas encore aujourd'hui, de manière scientifique, le nombre d'avortements clandestins qu'il y a dans ce pays. Quelles sont les raisons qui amènent les personnes à faire ce geste, qui est un geste très, très, très chargé, très lourd pour une femme, pour une famille, surtout pour les femmes, et les conséquences nous ne le savons pas de manière scientifique. Il n'y a pas d'études récentes qui le parlent. Les chiffres qui sont avancés sont des chiffres sans aucun fondement scientifique. Ce débat, ce que je dis moi, c'est que le débat fait partie de la consolidation démocratique. Ce débat, c'est ça qui nous aide d'ailleurs à... Et la gestion, et donc la question c'est comment on va gérer ces polémiques. L'autre problématique émergente auquel il faudra prêter attention dans les prochaines années, c'est par exemple le HIV, le sida et les droits de l'homme. Le suicide des jeunes, on fait comme si on était une société sans... Les usagers des drogues, on est à 800 000, d'après les chiffres officiels, 800 000 personnes qui vivent des drogues, et 800 000 usagers, ça fait 1,6 million. Donc c'est pas une réalité marginale. Et donc toutes ces... Comment les personnes âgées, j'en ai pas le faire. Donc il y a des problématiques émergentes, ou la bioéthique par exemple. Est-ce qu'il nous faut un Conseil national
de bioéthique, il y en a. Il y a eu des colloques, les universitaires marocains commencent, notamment en médecine, commencent à parler de ces... L'autre enjeu, défi, de mon point de vue, c'est la montée de la protestation sociale et la gestion de la protestation sociale. C'est-à-dire que il y a le Hassimaj Rada, mais au-delà du Hassimaj Rada, si nous faisons un exercice aujourd'hui, c'est-à-dire que nous achetons tous les quotidiens marocains, en arabe et en français, on les voit ensemble, vous allez voir que dans toutes les régions du Maroc, il y a des petites manifestations. Haddoua, Kharjoum, Shaoul, Khiyada. Il y a partout. Et c'est une montée régulière. On est, semble-t-il, autour de 14 000 manifestations par an. 14 000. Ça veut dire plusieurs centaines. Cela veut dire quoi? De mon point de vue, j'ai toujours dit que c'est un gisement civique. Les Marocains ont compris qu'ils ont droit à des droits. C'est Kharjoum. Un a des droits pour telle chose, telle chose. Et je ne suis pas satisfait de l'UMA ou de la DEVED ou de la... C'est une prise de conscience. Alors que la société marocaine, ce qu'une étude qu'on a faite, qui n'est pas encore publiée, démontre, les Marocains, la culture des droits de l'homme s'est installée dans la société marocaine. Alors maintenant, pour les Marocains, les droits de l'homme, c'est fondamentalement les droits économiques et sociaux. Le khidma, le khraya, le skuna, etc. Et ces mouvements, la question c'est comment les gérer alors que les intermédiaires sociaux sont faibles. Parce que pas les intermédiaires sociaux, c'est les acteurs, les associations, les institutions, y compris. Je ne m'exclus pas de cette... Par exemple, une des questions que nous nous posons depuis maintenant au moins 3 ans, plus même, et en fait 5 ans, c'est que faire... nous avons des commissions régionales. Il y a le Conseil national, mais il y a les commissions régionales. Voilà. Quel doit être leur rôle lorsqu'il y a un conflit social? Chez Tfarjou, ils disent on observe, ou là ils interviennent, dans quelles conditions, etc. Et donc, la question de la médiation et de l'accompagnement de la protestation sociale est une question qui monte déjà et qui va, je dis bien, elle n'est pas nouvelle, c'est un mouvement, mais elle a franchi un palier. Et donc, ce qu'on avait réfléchi plus ou moins sur la démocratie participative, je rappelle du séminaire Saadullah, en fait, se pose, il est encore d'actualité. Il est même d'une certaine manière encore plus d'actualité. Et une dernière question, bien évidemment, qui se pose de mon point de vue, nous pourrions en parler longuement, c'est comment traiter de la question de l'égalité dans cette société, de l'égalité homme-femme. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, et je vous ai amené simplement pour les voir, mais ils sont tous sur le site du Conseil national des droits de l'homme. C'est un coffret qu'on a publié sous le titre L'impératif d'égalité, où il y a tous les rapports que nous avons publiés depuis 2011. Nous sommes une société profondément inégalitaire, socialement, mais aussi sur le plan des rapports hommes-femmes. Les femmes dans ce pays subissent des discriminations directes et indirectes, visibles et invisibles. Elles sont, tout le monde le sait aujourd'hui, surdiplômées par rapport aux garçons. Le taux d'activité, s'il fallait donner un chiffre, le taux d'activité des femmes marocaines est de 24%, celui des hommes marocains est de 73%. Il faudra qu'on nous explique pourquoi une catégorie sociale surdiplômée trouve moins de travail que la catégorie sociale qui est moins diplômée. La surdiplomation des filles n'est pas simplement un phénomène marocain. Et donc c'est une question essentielle en termes de démocratie et de droits de l'homme pour notre avenir, mais c'est en termes de développement tout simple. Une société ne peut pas se développer en laissant la moitié de sa composition de côté. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Sylvie Siazani pour cet exposé combien exhaustif. Combien exhaustif, mais aussi combien... vous disiez tout à l'heure comme quoi il n'allait pas rentrer dans le détail. Je ne sais pas quel détail a-t-il éludé. Il est rentré tellement pas dans le détail que finalement, lorsque nous sortirons, nous avons une vie vraiment exhaustive. Je ne sais pas ce qui se passe, il faut se couvrir de Mustafa. On a une idée vraiment exhaustive, et je suis heureux de voir que finalement, je disais tout à l'heure que nous étions un groupe d'amis, nous ne sommes pas seulement un groupe d'amis, nous sommes une communion d'idées, nous sommes une école de pensée. Une école de pensée, et j'ai adoré le terme du dissensus, j'ai adoré le terme, c'est-à-dire que le fait du conflit, que le débat,
Et le débat était d'abord la base et la disputation. La disputation, c'est le débat. Et que finalement, une réappropriation du territoire, une réappropriation de la rue, une réappropriation de l'espace. De l'espace, c'est un processus. Et je crois que c'est très bon signe, c'est très cathartique. C'est très cathartique en ce sens que finalement, nous reconstruisons. Il est vrai aussi que pour apprendre, il faut d'abord désapprendre. Et que cette période, dans laquelle nous revenons avec une morosité terrible, que l'on fait ce qui est appelé communément un plomb, finalement elle est derrière nous, et que tout ce qui est à construire est d'abord un labeur et un travail. Et un travail, il y a toujours un aspect pénible. Un aspect pénible est que il faut faire en sorte pour que justement, c'est pour ça que cette jeunesse, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle de droits de l'homme, et je parle justement pour cette salle, où la majorité, la quasi-majorité, l'écrasante majorité est féminine. Ne devrait-on pas parler de la femme? Du droit de la femme et faire entrer l'homme par l'intérieur. Mais ceci, on va passer le mot, l'essentiel, c'est que vous nous avez conseillé d'apprendre, de revisiter la Constitution. Et je crois que c'est un incontournable pour tous ceux qui voudraient travailler sur les risques. Qui voudraient travailler sur les risques. Et c'est vraiment un incontournable. Et j'ai appris une chose, c'est toi qui fais résonner mon téléphone. Non, c'est toujours toi. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est le discours. Et j'avais dit que le discours est action. Le discours est action en ce sens qu'il nous permet justement de passer du concept au percept. Et de sortir sur le territoire, et nous privilégions justement cette approche que de croiser, justement, de ne pas dissocier le doctrinaire du territoire. Et nous ne prenons les choses parce que nous croyons qu'ils sont indissociables dans ce va-et-vient. Et Cerdan a l'habitude de me lancer toujours, de me pousser toujours à l'avant. Je vais essayer de lui rentrer dans mon sa pièce et je l'invite à prendre la parole. Merci beaucoup, Cerdan. Je voudrais parler de Cédric et les amis. Qui est un grand ami aujourd'hui. Je l'ai connu la première fois dans la vague des réunions, des démarches, des initiatives qui étaient développées au sein de l'IER. C'est là que j'ai, pour la première fois, capté le profil d'un monsieur brillant, qui réfléchissait d'une manière qui me séduisait sur des grandes questions institutionnelles et en particulier tout ce qui concerne les droits de l'homme. On avait au Maroc un fameux triptyque qui a pesé sur la vie politique pendant des décennies. La révision de la Constitution, les élections et la libération des détenus politiques. Ce qui signifiait, c'était cela, le programme des droits de l'homme, des oppositions des années 80 et 90, et même bien avant. Libération des détenus politiques, révision de la Constitution, élections libres, transparentes, etc. C'était ce triptyque. Et là, j'allais utiliser le terme de population, toute une population s'est mise à penser autrement qu'on avait l'habitude de le faire, la question des droits de l'homme. C'est là que j'ai pour la première fois saisi la démarche et le profil de Cédric Guézin. Je savais aussi, et j'ai eu plus d'informations par la suite, puis on en a discuté souvent, des éléments sur son parcours de militant, de longue date. Il a beaucoup, j'allais dire travaillé, mais en fait,
milité, travaillé, pensé, manifesté, fait de l'activisme, le plein activisme sur la question d'immigration. Les droits de l'homme, évidemment, aussi. Mais une chose est à souligner dans ce parcours, et là je pense plutôt à son exil français, c'est la question de la Palestine. Je crois qu'il est l'un des premiers à avoir familiarisé les composantes de la gauche européenne, française en particulier, sur la question palestinienne. J'ai été étonné, je savais, à un moment c'était très difficile, à un moment c'était presque, personne ne le faisait. Et donc cette militance pro-palestinienne est à saluer dans le contexte que connaissait alors la France et l'Europe en général. Un jour, j'étais en train d'écouter le rapport de la Commission nationale contre la normalisation avec Israël. Sidris, les amis, c'est une culture particulière. C'est un homme libre. Dans un contexte qui est entièrement qui comporte beaucoup de contraintes. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Il est resté, à mon avis, un homme libre jusqu'au bout. C'est aussi un démocrate. J'en ai eu la preuve constamment. Non seulement dans ce travail sur la Constitution, mais sur des tas d'affaires sur lesquelles on a discuté tout au long de cette décennie, de la décennie actuelle. C'est un homme d'une vaste culture, c'est un intellectuel, une grande finesse, grand liseur de romans, de poésie, amoureux du cinéma, du bon cinéma. Et donc, tout cela suppose... Alors il faut voir Sidis, les amis, ces rapports et d'autres, et les autres rapports. Chaque rapport, pour voir comment il reprend le texte minutieusement, point de vue orthographe, point de vue formulation de l'idée, point de vue... Bien sûr, il y a des gens qui peuvent faire du travail brut ici et là, mais il n'a jamais laissé aucun rapport. C'est une manie même chez Sidis de reprendre les textes de manière très minutieuse, très détaillée, phrase par phrase, et de réécrire. Je vous invite à consulter le site du CNDH. Le travail qui a été fait, le bilan qui a été présenté est très modeste, mais il y a eu une accumulation impressionnante sur diverses questions des droits de l'homme. Et donc, vous jugerez de vous-même. Même les détracteurs reconnaissent, même les détracteurs, il y en a quelques-uns. Les détracteurs de Sidis reconnaissent la valeur de ces travaux fondateurs de la culture des droits de l'homme dont il a été question dans sa présentation. Alors, autre visage que je ne manquerai pas de mettre en valeur, j'ai assisté, on en a parlé souvent, par exemple, les salons du livre, le soin qu'il a porté pour l'exposition, pour le programme, pour la participation. Et c'est de gros efforts là, qui étaient faits. Pas simplement
les manifestations diverses, les festivals de cinéma des droits de l'homme, d'immigration par-ci, par-là, les diverses catégories des droits de l'homme, la femme, ce qui a été, toute la liste qui a été mentionnée il y a quelques instants. Et je dois dire qu'il s'est créé autour de la question des droits de l'homme un dynamisme culturel impressionnant au cours de ces dernières années. Les expositions, mais aussi les colloques, les célébrations, le salut, les hommages rendus à des défenseurs des droits de l'homme dans le pays, des ouvrages sur diverses figures, Ben Zapour, Ben Nani, Ibn Skri, etc. Là aussi, donc, c'est un autre aspect important qu'il ne faut pas oublier dans ce parcours. Personnellement, si Idriss Yazami est un excellent interlocuteur dans un contexte où le débat politique il est optimiste, il parle des enjeux et des débats futurs. Et moi, je trouve que les débats se raréfient, la qualité s'en ressent, mais je dois dire qu'il est l'un des rares interlocuteurs qui élèvent le débat politique dans un contexte de baisse de niveau, de dégradation du sens de politique. Je suis un peu violent, mais je ne pense pas que je sois loin de la réalité. Je voudrais, avant de terminer, signaler quatre occasions où l'on a vu se déployer l'énergie droit de l'homiste, au sens positif du terme, de Idriss Yazami. L'observation des élections, donc la manière dont cette disposition quasi constitutionnelle a été dynamisée dans les faits, c'est devenu un mécanisme ordinaire, c'est une excellente chose. Je l'ai vu aussi au Forum mondial des droits de l'homme de Marrakech en 2014, manifestation immense à tout point de vue et à laquelle le nombre d'entre vous ont participé. Et également lors de la COP, le travail effectué au niveau de la COP il y a 2 ans, avec cette mobilisation considérable de la société civile. Et également le travail sur la société civile elle-même. Le travail qu'il faisait constamment, disons, pas en secret, non, mais il était là, avec la société civile, sur une diversité de fronts. Je veux terminer par un petit récit, c'est mon dernier point. Au moment où on faisait la Constitution, une fuite sur les discussions de la Constitution a eu lieu, sur la liberté de conscience. Donc, il y a eu une fuite, c'est sorti, ça a été sorti. On n'a pas encore identifié qui a sorti. Ou alors on soupçonne certains membres qui ont sorti la formule proposée par le groupe qui avait rédigé cette disposition sur la liberté de conscience et qui était comprise par un certain nombre de courants d'opinion publique marocaine
le droit pour un musulman de devenir juif ou chrétien, ou de naître pour schématiser un peu, pour caricaturer. Alors, donc il y a eu la fuite, il y a eu une levée de boucliers de diverses postures, plus ou moins liées aux référents religieux. Donc un combat idéologique, sans mobilisation des composantes progressistes. Ils n'ont pas participé au moment où il fallait. C'est après qu'il y a eu des réactions. Mais je me souviens lorsque, donc, ça a été, la formule est restée, mais dans la commission qui a été signalée tout à l'heure, dans le mécanisme politique d'arbitrage des partis politiques, la balance a penché vers la suppression de la liberté de conscience. Même si la liberté de penser est restée en l'état, même si la liberté de penser comporte quelque chose de la liberté de conscience, mais elle a penché du côté des courants religieux. Et alors je me souviens, avant l'adoption de l'appel de Sidris le soir, on se retrouvait le soir, la veille de la rédaction finale des dispositions, et les efforts désespérés et ultimes qu'on a essayé pour, malgré tout, débloquer, essayer de... Mais c'était... Évidemment, on n'a pas réussi à faire ça. C'est un échec qu'on a vécu ensemble. Voilà, donc un peu le portrait, mon portrait de Sidris et les amis, qui est un portrait d'un intellectuel généreux, ouvert, épris de liberté, et qui a prolongé son combat de l'exil. Il était responsable dans la Fédération internationale des droits de l'homme, qu'il a prononcé par cette responsabilité ici, au niveau du CNDH. J'ai retenu le militant, le progressiste, le défenseur des droits de l'homme depuis toujours. Merci de me donner cette occasion de remercier déjà les amis pour cette conférence inaugurale que nous tenions chaque année, et je prends cette occasion pour rendre hommage à ces docteurs Azdin, docteur Araqi, qui avait aussi participé ou présidé une séance inaugurale à Rahmo. Et je dis que c'est une tradition que maintenant, nous, l'école doctorale, après 4 années, c'est la 4e promotion, donc nous commençons à avoir des traditions. Donc je commence par remercier nos professeurs, donc c'est Hadi, c'est Abdullah Saaf, c'est Faisal Mishkro, le parti, c'est Master, c'est Zbadi et tous les autres. Et je saisis cette occasion pour souhaiter la bienvenue à notre 4e promotion et à sa réussite. Je pense que l'idée de Sihdi, qui est de créer une école de pensée sur le risque et de former des riscophiles dont le pays a besoin, a pris maintenant, est en marche, et qu'avec la 4e promotion, je pense qu'effectivement il y aura des riscophiles et des docteurs en cette matière. Alors cette formation doctorale est originale sur le fond, mais elle est aussi originale sur la forme, car c'est une formation qui est élaborée de façon conjointe, qui est suivie de tous, par tous, et avec tous. Et elle est alternée aussi avec des conférences, des rencontres, des sorties. Si je peux citer
Marrakech peut-être 3 fois, sur la forêt, la première sortie, sur la COP 22, et à Tanger, sur les études sociales relatives à l'environnement, à Taloudent, et à Safi dernièrement, et peut-être dans quelques jours, sur l'émigration à Marrakech. Donc je souhaite la bienvenue à nos collègues de la 4e promotion et je leur souhaite plein succès et réussite. Et je demande un peu d'indulgence de Sehdi parce qu'effectivement il ne fait que le tirer par le nez et le pousser pour pouvoir faire notre travail, notre devoir. Et je pense que le message maintenant est passé et que pour au moins la première promotion va passer à la vitesse de croisière pour pouvoir cette année présenter nos travaux sur nos sujets. Et merci.